Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème mondialiste versus autonomie. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à le faire, à voir la vidéo de présentation, la vidéo précédente sur la santé, à me suivre, vous abonner et regarder mes autres vidéos sur les autres sujets que je propose autour de l'autonomie. Dans cette vidéo, nous allons parler, comme vous avez pu le voir, d'énergie et en commençant par l'évolution d'EDF. Donc le grand essor de la production d'électricité a commencé avec des machines industrielles, le développement d'éclairage de villes, notamment dans les grandes villes, avec des productions qui étaient assez restreintes et surtout locales, qui étaient d'ailleurs peu portées vers les particuliers. La Seconde Guerre mondiale a ralenti ce développement, et donc après la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall et puis la nécessité de garantir une certaine autonomie de l'État français, de la population, nous avons eu la création d'EDF et la nationalisation de la production électrique et de sa distribution. Avec la restauration de ces centrales détruites qui étaient nécessaires, la fabrication de nouvelles centrales thermiques, qui fonctionnaient au charbon, au fioul, au gaz, l'édification et électrification de barrages hydroélectriques et le déploiement massif jusque dans les années 60 du réseau de distribution. Alors, ça continue à se développer, mais surtout jusqu'à cette période où il a fallu mettre un gros coup de collier pour parvenir à électrifier l'ensemble du pays. Tout cela a été mené aux fins d'industrialiser le pays, de donner les moyens de production, car l'économie, c'est de l'énergie transformée. Les besoins progressent sans cesse, doublant environ tous les 10 ans, même si ça s'est largement ralenti depuis. La France se porte vers la production nucléaire, d'autant plus à la faveur des chocs pétroliers des années 70. Ceci n'empêchera pas de faire face à des difficultés et même des coupures, des blackouts, qui donnera lieu à l'ouverture, à la chasse au gaspillage et la création des tarifs heure pleine heure creuse pour inciter à consommer autrement, afin de faire en sorte que le réseau puisse tenir, ce d'autant plus que durant les 30 glorieuses, voit arriver dans les ménages de plus en plus d'appareils électriques pour conserver les aliments, cuisiner, produire de l'eau chaude, chauffer, mais aussi laver, sécher le linge et les outils de communication audio et télévisuelle que vous trouvez partout dans les ménages. Au surplus, l'électrification des besoins est d'autant plus importante dans les villes et les nouveaux bâtiments, ce qui permettra à EDF de même concurrencer le gaz pour certains usages. D'où le développement massif des fameux grille-pains dans les années 70, 80, 90. En parallèle, en faisant une parenthèse vers les États-Unis, les choses ont été proposées afin d'utiliser le soleil comme énergie pour le logement. Je vous invite là-dessus à vous renseigner sur, par exemple, la Sun House dans les années 40, qui permettait à une maison d'être chauffée au solaire par absorption et restitution, et pourquoi pas même produire de l'eau chaude. Vous avez eu dans les années 70 la maison Solar One, qui a été prévue pour être développée à grande échelle, mais l'explosion des consommations électriques par l'entrée dans les logements d'appareils de plus en plus nombreux énergivores ont mis à mal ces possibilités. Le solaire a été développé très tôt pour la production d'électricité, mais avec un coût 10 fois supérieur à celui des autres modes de production pour finir par se démocratiser et devenir plus accessible, comme vous pouvez le voir. En France, nous avions un système donc de production électrique permettant de couvrir les besoins de la population et des industries à un coût très faible. Et si nous avions en parallèle des champions nationaux, dans le sens où ils appartenaient à l'État, donc à la population, du pétrole, du gaz, je ne donnerai pas le nom des entreprises, je pense que vous les connaissez, ces entreprises ont perdu au profit de la saine concurrence libre et non faussée leur statut pour devenir des entreprises privatisées, entraînant une augmentation des coûts pour le consommateur, puisqu'à chaque fois qu'on nous a promis une privatisation qui allait dans l'intérêt des populations, nous avons toujours vu augmenter les coûts. Le sommet des dérives de la mondialisation est, d'autant plus pour la France, que les volontés de privatiser ce qui a été financé par la population, donc on revient sur effectivement EDF, la volonté de la Commission européenne de vouloir privatiser à marche forcée depuis 2003, et nous avons eu donc, à partir de 2007, la possibilité pour les particuliers de pouvoir aller vers des producteurs alternatifs, qui en fait n'étaient pas des producteurs alternatifs, mais plutôt des distributeurs, et donc la création en 2010 de la loi NOM, nouvelle organisation du marché d'électricité, et donc la revente à l'époque d'un quart de la production d'EDF au tarif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le fameux tarif de l'AREN, et qui aujourd'hui est passé à un tiers de production d'EDF qui est revendu à des entreprises qui profitent de cette opportunité pour se faire de l'argent, puisque ceux-ci n'ont rien utilisé le bénéfice obtenu pour créer leurs outils de production, ce qui était pourtant la promesse des politiques passées. En parallèle, le développement et le financement même subventionné du solaire et surtout de l'éolien fragilisent nos centrales nucléaires, devant s'adapter sans cesse à la météo et donc des fluctuations de production d'énergie dites renouvelables. Je reviens quelques instants par rapport aux
producteurs, du moins aux distributeurs alternatifs. Certains, suite aux augmentations de tarifs des dernières années, ne trouvant plus leur modèle économique rentable, n'ont pas hésité à envoyer les gens voir ailleurs pour bénéficier d'autres tarifs d'électricité. Alors si notre cher, vraiment très cher, puisqu'il nous coûte, ministre de l'économie, a promis dernièrement que l'augmentation du tarif d'électricité ne dépasserait pas 10%, on peut quand même mettre à son profit qu'il a parfaitement tenu sa promesse, puisque comme un patron de supermarché, il a fixé cette augmentation à 9,8%, certainement n'ayant pas osé le 9,99%. Et puis la Commission de l'Européenne nous aura quand même coûté un doublement du tarif en environ une douzaine d'années, et même, on peut dire, une augmentation de plus de 40% sur les seules 2 dernières années. Alors, d'une part, aussi avec des pertes pour EDF dues à l'obligation de revente à des tarifs inférieurs de presque moitié par rapport à son coût de production, et l'obligation de devoir acheter pour ses clients sa propre production sur des marchés financiers à des tarifs exorbitants. Face à cela, la solution serait naturellement de revenir sur l'arène, la loi NOM, de refuser le diktat de Bruxelles, ce que l'Espagne a su faire, qui en plus, donc Bruxelles, a trouvé le moyen d'infliger à la France des amendes colossales, au motif que nous n'avions pas assez d'énergie renouvelable. Alors que l'Allemagne émet bien plus de CO2 pour produire son électricité à base de charbon et de gaz principalement, je trouve que c'est vraiment se moquer de nous. Une autre difficulté pour EDF, c'est qu'elle est empêchée financièrement de se développer. Nous avons eu effectivement des projets comme Superphénix, Astrid et d'autres qui ont été empêchés pour des raisons écologiques, alors qu'avec ces projets, nous aurions pu avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années de réserve avec simplement les déchets nucléaires, de pouvoir les réutiliser avec des nouveaux systèmes de production. Et puis, nous avons eu donc le démantèlement du parc nucléaire avec la fermeture de Fessenheim, mais nous avions, je crois, 14 centrales nucléaires qui devaient être fermées par ce même gouvernement que nous avons vu se succéder. Et donc, vous vous poserez certainement aussi, par rapport à ce défaut d'investissement, par rapport au coût de l'électricité, comment c'est possible? C'est tout simplement parce que, majoritairement, l'augmentation du coût de l'électricité, ce n'est pas EDF qui se le met dans la poche, qui a été, outre, séparé en 2 entités, une de production, une de distribution, c'est surtout l'État qui a décidé d'augmenter les taxes pour en faire un usage qui lui est propre. Les pressions européennes sur l'appareil de production électrique n'a pas de sens et portent préjudice clairement à la France et à sa population et nécessitent une reprise en main. Mais je crains que les politiques à la manœuvre ne soient trop mondialistes, à minima trop européistes, pour faire quoi que ce soit dans l'intérêt du peuple français. Ayant par ailleurs tellement grossi la dette, volontairement je le crains, que nous trouvons pieds et poings liés auprès de la Banque Centrale Européenne et des marchés financiers. En plus, avec des obligations qui ont été éditées, fixées en fonction de l'inflation, au lieu d'avoir des obligations à taux fixe. Ce qui fait que le premier budget de l'État pourrait être le budget de la dette financière, la dette de l'État, donc uniquement les intérêts. Les conséquences vont également par rapport à la rentabilité de nos entreprises et même leur fonctionnement, de nos industries, qui voient leurs factures augmenter et certaines sont allées à la faillite et certaines autres se sont délocalisées quand il n'y a pas eu des fermetures durant plusieurs périodes, plusieurs mois, comme par exemple un certain producteur de conserves qui a fermé ses usines pendant, je crois, 4 à 6 mois, des producteurs de verre qui sont bien connus nationalement. Donc ça pose quand même de grosses difficultés. Tout ça avec la poudrière ukrainienne qui a été poussée par l'OTAN, et donc la privation du gaz russe, que ce soit par décision d'une présidente non élue de la Commission européenne, et l'opportune destruction des pipelines qui alimentaient même l'Allemagne, obligeant donc l'achat de gaz ailleurs, y compris du gaz russe qui passe par l'Inde et qui nous revient à des tarifs supérieurs, et l'importation de gaz de schiste américain qui, au niveau financier et écologique, coûte très cher par rapport à son mode d'extraction, la gazéification et son mode de transport. Je pense que vous avez une idée de ce que je peux penser des choix qui sont faits au niveau politique par rapport à cela. Un autre élément allant dans le sens du contrôle, ça a été la mise en place forcée à grande échelle des compteurs Linky qui, s'il avait été promis la main sur le cœur que cela ne pourrait servir à contrôler votre consommation, s'est révélé naturellement, comme on pouvait s'y attendre,
c'était un motif de complotisme à l'époque, comme un moyen de limiter votre consommation électrique, pas une restriction de la puissance, faisant que selon, par exemple, il y a déjà eu des périodes de tests qui ont été menées, et qui, voilà, sur lesquelles les personnes n'ont pas eu vraiment le choix, vous ne pourriez donc mettre en route votre pompe à chaleur, votre chauffe-eau, recharger votre voiture électrique. Tout ça pour pallier à des erreurs d'investissement et de production, et qui, c'est un jour, peut être une note sociale, en tout cas un crédit carbone qui est déjà annoncé. Malgré cela, essayons d'être positifs, et donc pour finir, je vais vous apporter quelques solutions possibles sur le sujet de l'énergie électrique, donc que ce soit à niveau individuel et peut-être collectif. La première des choses est de faire en sorte de voir sur quel poste vous pouvez réduire votre consommation électrique. Alors ça peut être, par exemple, au niveau de la cuisson, donc vous pouvez passer sur la cuisson solaire sur certaines choses. Vous pouvez également, alors j'avais montré la parabole solaire sur ma chaîne, j'ai montré un tube switch, je mettrai un lien quelque part, et qui peut monter d'ailleurs jusqu'à 280 degrés, donc même par temps légèrement nuageux, ce qui est quand même assez efficace. Vous avez également la cuisson au bois, que ce soit la bonne vieille cuisinière à bois, c'est une solution que j'ai choisie, le poêle dragon, le rocket stove ou pourquoi pas la cheminée. Mais aussi, une autre solution importante, c'est surtout le chauffage, qui est d'un des principaux postes de consommation électrique, en faisant, si vous êtes propriétaire, effectivement, des travaux d'isolation, en utilisant les bons matériaux, de manière à avoir un déphasage qui soit le plus efficace possible, même s'il y a un surcoût. Et là-dessus, vous pouvez voir, effectivement, par rapport à votre facture d'électricité, voir dans quel délai, potentiellement, par rapport aux augmentations, vous pouvez rentabiliser finalement vos travaux d'isolation. Et vous verrez que ça peut être effectivement assez intéressant, en utilisant bien sûr les bons matériaux. Et puis, si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez naturellement pas faire de travaux d'isolation comme ça. Vous avez la possibilité de faire un petit peu comme dans les temps anciens, dans les châteaux. Donc aujourd'hui, quand on voit les châteaux, on se demande comment ça pouvait être chauffé par rapport aux murs en pierre. Tout simplement, il était utilisé de grandes tentures qui étaient sur les murs, qui permettaient de pouvoir garder la chaleur outre des grosses cheminées qui chauffaient les pièces. Et puis, vous avez naturellement le solaire, mais le solaire seul ne suffira pas, puisque il faut des moyens de stockage. Alors ça peut être des batteries toutes simples qui fonctionnent, qui restituent du 5 volts pour recharger les petits appareils, des batteries plus importantes qui peuvent aller jusqu'à 12, 24 voire 48 volts, et des batteries encore plus importantes qui vont jusqu'à 220 volts. Alors, quand je dis importante, c'est pas par leur production, puisqu'il existe des modèles. L'autonomie effectivement va varier en termes de capacité, mais voilà, vous avez des choses qui fonctionnent très bien. Vous avez, alors, en préférant, à titre personnel, les batteries lithium-fer-phosphate. Vous avez également des petits appareils rechargeables en USB. Par exemple, vous avez des lampes avec des petits panneaux solaires qui existent. Vous avez également des appareils électroménagers qui sont compacts, que ce soit pour mixer, pour chauffer, etc. Et également des appareils d'hygiène, comme par exemple des rasoirs. Car sans solution de stockage, vous ne pourrez réellement bénéficier de votre installation solaire au moment où vous en aurez le plus besoin. Surtout, coûtant de devoir installer, alors c'est un choix qui est à faire, soit un circuit qui va être entièrement solaire, ou alors donc un double circuit, un pour le solaire privé et un pour le système public branché sur Enedis, ou alors de faire un système de double disjoncteur, donc basculer de l'un à l'autre en fonction. Et en évitant peut-être les systèmes dits en autoconsommation qui ont ce défaut qu'en cas de coupure sur votre secteur, vous n'aurez pas d'électricité chez vous disponible, en tout cas en direct depuis vos panneaux solaires. Après, vous pouvez débrancher vos batteries peut-être et faire un système pour pouvoir alimenter votre maison, mais en tout cas, il ne faut pas que l'électricité que vous produisez, que vous injectez dans votre maison, reparte sur le circuit public, puisque vous ne pourriez protéger les personnes amenées à intervenir sur le circuit pour faire les réparations. Dernière précision utile, raison pour laquelle je parle d'installation solaire indépendante du circuit EDF de votre domicile, c'est que si votre installation est sur le même circuit, il faudra en plus la faire contrôler et autoriser son raccordement par Enedis, ce qui ne sera pas le cas pour une installation qui est distincte. Mais aussi, pensez à l'auteur d'installation, car si vos panneaux sont installés au-dessus de 1,80 m, vous devrez effectuer une demande préalable de travaux, tout comme vous devrez, si vous dépassez les 3 kW de panneaux ou si vous êtes sur un secteur protégé, de devoir demander un permis de construire.